Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à Hightech 2021. Donc à la fin de l'année 2020, Jean Fajadé a annoncé à ses associés qu'il prenait sa retraite et il nous a paru important au comité d'organisation d'Hightech de lui demander de nous donner sa vision sur 40 ans de cardiologie interventionnelle, depuis la naissance de cette discipline jusqu'à aujourd'hui, et puis d'avoir aussi sa vision sur les perspectives futures. C'est pourquoi j'introduis Jean Fajadé pour sa présentation sur 40 ans de cardiologie interventionnelle, des mains de l'expert aux pinces du robot. Donc, je voudrais tout d'abord te remercier pour cette invitation et remercier l'ensemble du board d'Hightech. C'est une invitation qui me touche beaucoup. On va discuter pendant cet entretien de l'évolution de la cardiologie interventionnelle depuis 40 ans, et j'ai eu la chance d'être présent quasiment du début jusqu'à maintenant, au dernier raffinement de la cardiologie interventionnelle, qui est sorti des coronaires pour aller sur le structurel et le valvulaire, sur les trois valves. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie coronaire. Quand on regarde l'histoire de la cardiologie interventionnelle, il y a un grand nom qu'il faut citer, c'est Charles Dotter. Et Charles Dotter, en 1963, c'était au mois de juin, au congrès de Tchécoslovaque de radiologie, avait cette idée de considérer le cathéter d'angiographie, puisqu'il n'existait à ce moment-là que des cathéters d'angiographie, et il disait avec un petit peu d'imagination, ce cathéter va devenir le bras, l'instrument du chirurgien. Et il avait quand même la suite dans les idées, puisque ça allait très très vite. 6 mois plus tard, en janvier 1964, il effectuait sa première angioplastie d'une sténose très serrée d'une artère fémorale superficielle. La deuxième personne qui a marqué la cardiologie interventionnelle, je crois qu'on lui doit tout, c'est Andreas Grünzig, qui a, quelques années plus tard, c'était en septembre 1977, a effectué la première angioplastie coronaire percutanée par voie fémorale sur une sténose serrée, très serrée du niveau proximal, et chez un patient jeune de 38 ans, avec bon résultat géographique immédiat. La troisième personne que je voudrais remercier, c'est Jean Marco, à qui je dois toute ma carrière. Et j'ai eu la chance d'apprendre la cardiologie interventionnelle avec lui. Puis nous sommes devenus associés partenaires à la clinique Pasteur, puis associés partenaires sur les cours d'angioplastie PCR. Et nous restons bien évidemment des amis très très proches. Lorsqu'on regarde les résultats, le succès initial était obtenu dans les 2/3 des cas, et l'échec représentait 36% des patients. Lorsque l'on regarde ensuite les résultats à moyen terme, on était frappé par ce taux de récurrence de 32%. Donc immédiatement, on a vu qu'il y avait deux grandes limitations: le risque d'occlusion immédiate du vaisseau en cours de procédure et le risque de resténose à moyen terme. À ce moment-là, nous sommes passés par différentes phases. D'abord, une première phase d'amélioration des cathéters à ballonnet, qui sont devenus des cathéters à guide steerable, over the wire, puis monorail. Et puis ensuite, l'amélioration majeure a été apportée par John Simpson avec le concept d'athérectomie, et athérectomie directionnelle, qui permettait, à l'aide de ce cathéter, d'aller couper et retirer la plaque. Lorsqu'on regarde les résultats de l'athérectomie, après les études Caveat et Both, il n'y avait pas d'avantage significatif en termes de revascularisation, et par contre, cette angioplastie par athérectomie s'accompagnait d'un taux initial de complications, essentiellement de montée azomatique et d'infarctus. D'autres
d'autres cathéters d'atérectomie ont été développés. Par Richard Stack, ça a été le TEC. Par Walbrak et Kattelbach, c'était le Rotax. L'angioplastie au laser a initialement été très encourageante. Et j'ai d'ailleurs fait ma thèse de doctorat en médecine sur l'angioplastie au laser, avec notamment avec Jean-Marco et Gérard Fournial et Sterzer et Choi, les premiers cas d'angioplastie au laser en cours de chirurgie, et même l'utilisation d'ultrasons thérapeutiques en essayant d'utiliser l'énergie d'ultrasons pour diminuer, fragmenter les plaques. En fait, lorsque l'on regarde tous les outils qui ont été développés, il y en a un qui est resté actif et qu'on utilise actuellement quotidiennement, c'est l'atérectomie rotative par rotablator avec cette fraise diamantée qui tourne à entre 150 000 et 200 000 tours minute. C'est quelque chose qui est très actif sur les lésions calcifiées et en particulier longues. On a vu immédiatement qu'il y avait deux types de problèmes, les complications immédiates à type d'occlusion du vaisseau et la resténose à moyen terme. L'arrivée du stent et du bare metal stent qui a permis de bloquer et de prévenir et de traiter, les complications en cours d'angioplastie. Le premier stent a été implanté par Jacques Puel à Toulouse en 1986, en mars 1986. Il s'agissait du stent auto-expandable wall stent. Lui, il avait initialement implanté pour un problème de resténose sur une artère interventriculaire antérieure. Dans le même temps, quelques semaines plus tard, Ulrich Sigvart, lui, implantait un wall stent dans le traitement aigu d'une complication occlusive après angioplastie au ballonnet sur une IVA, avec bon résultat angiographique. Julio Palmas, qui était un radiologue interventionnel qui avait développé le stent en périphérie, et Richard Schatz, qui ont développé le stent Palmas-Schatz, qui a été utilisé pendant de très longues années. Dans le même temps, Jean Turco et Gary Rubin ont développé un stent, un bare metal stent, sur un filament et qui a permis également d'obtenir de très bons résultats dans le traitement des occlusions aiguës survenant en cours d'angioplastie. Et progressivement, avec l'utilisation de ces stents de plus en plus courantes, on est passé d'une indication de bail-out, de traitement d'une complication d'angioplastie, à une implantation de novo sur des lésions de novo pour essayer d'obtenir un meilleur résultat angiographique et clinique. Après quelques mois d'implantation, on a vu immédiatement qu'il y avait deux problèmes qui allaient se poser. C'était le risque de thrombose de stent dans les heures ou jours suivant l'implantation du stent et le risque à moyen terme de resténose intrastent. Des études randomisées ont été alors effectuées comparant bare metal stent et ballon, et notamment l'étude Benestent, qui a montré un taux de complications coronaires très diminué et un taux de resténose diminué, mais par contre, qui s'accompagnait d'un taux de complications hémorragiques au point de ponction fémorale qui était majeur, puisque ça atteignait 13% de complications hémorragiques, et qui s'accompagnait en même temps, c'était la conséquence de ces complications hémorragiques, d'un allongement de la durée d'hospitalisation qui était multipliée par 3. À cette époque-là, Ferdinand Quimenet a eu une idée vraiment géniale, c'est de tenter la voie radiale pour pratiquer les angioplasties coronaires. Et lorsqu'il a présenté ses 100 premiers patients avec un taux quasi nul de complications hémorragiques,
on a cru que l'histoire était terminée, et en se disant maintenant on va implanter des stents, des bare metal stents par voie radiale. Le problème de la thrombose de stent est réglé par le traitement anti-agrégant plaquettaire associant aspirine et diclide. Reste à régler le problème de la prolifération néo-intimale au niveau du stent qui apparaît dans les mois qui suivent l'implantation. Et donc c'est l'idée d'avoir un stent qui va être ce qu'on appelle actif sur un polymère qui va délivrer une drogue antiproliférative, et ça a été la fantastique présentation de Marie-Claude de l'étude Ravel, qui pour nous a été quelque chose d'exceptionnel, lorsqu'elle a rapporté ces 120 patients traités par stent actif au sirolimus, appelé le stent Cypher, par rapport aux patients, au groupe contrôle traité par bare metal stent de 118 patients. On est passé d'un late loss de 0,8, ce qui était la moyenne, à 0, et un taux de résténose qui était de 26%, ce qui était la moyenne, à un taux de résténose de 0. Alors là, on a cru que l'affaire était définitivement entendue. Plusieurs études avec le stent au sirolimus, le stent Cypher, ont démontré qu'on avait en fait un delta comparé au bare metal stent de 16%. Parallèlement, d'autres drogues ont été utilisées, et notamment le plaquetal-cel, et ça a été le plaquetal-cel, toutes les études Taxus qui ont montré qu'il y avait là aussi une réduction du taux de target lesion revascularization d'environ 10%. Donc, au point de vue resténose intrastent, le problème était réglé. Par contre, on a toujours eu des problèmes de thrombose de stent survenant dans les jours après la mise en place de ces stents actifs. Les études se sont faites et l'innovation s'est faite sur des nouveaux types de stents actifs de deuxième génération avec des mailles plus fines, des polymères qui étaient durables qui deviennent biodégradables, même des stents sans polymère afin de limiter ce risque de thrombose. Mais ce qui a été vraisemblablement le plus important, ça a été l'utilisation de l'imagerie endocoronaire par IVUS ou par OCT, qui a permis de montrer aux cardiologues, à la communauté des cardiologues interventionnels, que ce que l'on faisait par suivi angiographique n'était pas complètement optimal. Donc, toutes les études se sont faites pour, optimiser le déploiement du stent en utilisant de haute pression, en utilisant l'imagerie endocoronaire, et parallèlement, il y a eu énormément d'études comparant les différents régimes de traitement anti-agrégant plaquettaire avec les nouvelles molécules qui ont permis de rendre beaucoup plus sûrs les résultats de l'angioplastie. Parallèlement, il faut parler de la physiologie où l'utilisation de la FFR a permis de déterminer ce qui était en fait une lésion significative, non pas au plan angiographique, mais au plan physiologique, a modifié la définition de ce que l'on appelait des lésions, des patients en lésions multitronculaires, et a modifié la définition de revascularisation complète en prenant le concept de revascularisation complète sur le plan fonctionnel. Voilà où on en est après l'utilisation de ces stents actifs, où on a pratiquement réglé ce problème de thrombose de stent qui est devenu très bas, et où on a, grâce à ces polymères actifs, et notamment les limus, permis de réduire le risque de resténose. Alors Jean, c'est passionnant, mais du coup, en te suivant depuis maintenant le début et le début de l'histoire de l'angioplastie,
on a l'impression qu'on était arrivé avec les DES de dernière génération à quasiment l'outil parfait. Quelle a pu être la motivation pour chercher à développer d'autres outils, d'autres instruments? Alors, l'outil était parfait sur le plan géographique, on avait des images magnifiques. Le problème était là. Là où on était gêné, c'était notamment sur ces longues implantations de stèles métalliques. Et l'idée donc s'est faite vers le stent absorbable. Alors ça a été les stents biorésorbables et notamment les stents BVS, mais vous voyez qu'il existe de nombreux stents qui ont été utilisés et pour lesquels des études ont essayé de démontrer l'utilité, mais honnêtement, c'est avec l'Absorb où on a eu le plus grand nombre d'études, et vous voyez ici, quand Cassé a présenté dans le Lancet cette méta-analyse de 6 trials randomisés avec le stent biorésorbable, on s'est aperçu qu'en fait, lorsqu'on comparait le biorésorbable avec le stent actif qui délivrait les verrulimus, on avait un risque de target lesion failure qui était similaire, et par contre, on avait un risque, alors que ce n'était pas vraiment majeur, mais un risque de thrombose de stent aigu ou sous-aigu, ou probable, qui était supérieur au DES classique métallique. Et à la sortie, après toutes ces études et cet élément négatif au niveau du risque de thrombose de BVS, Abbott a décidé d'interrompre ces études. Mais il est sûr que lorsqu'on revient sur ces 40 dernières années, il y a eu en permanence une recherche de l'efficacité et de la sécurité. Et ça ne s'est pas fait de façon linéaire. On est passé par des phases d'optimisme puis de pessimisme. Et chaque fois que l'on a réglé un problème, on en a créé un suivant. Merci beaucoup. Et alors, je voudrais maintenant aborder un dernier chapitre avec toi. Tu nous l'as montré dans ce que tu as dit, tu es un passionné de la technique de l'angioplastie coronaire que tu as vu évoluer. Mais ces dernières années, ces derniers mois, je t'ai vu te passionner, t'intéresser pour l'angioplastie robotisée. Et ce qui peut interroger quelqu'un qui est aussi friand de l'angioplastie coronaire manuelle que tu as pratiquée, pourquoi s'intéresser à cette angioplastie robotisée? Pourquoi l'intérêt du robot, et notamment tel que l'on l'utilise à Pasteur, c'est-à-dire avoir toutes les manettes, les manipulations dans la salle de contrôle, c'est-à-dire totalement à l'abri de l'exposition aux rayons. Je ne pense pas que les jeunes générations de cardiologues interventionnels accepteront de se faire irradier comme on s'est fait irradier, en tout cas les gens de ma génération, en 40 ans d'angioplastie, malgré l'utilisation des tabliers de plomb esquelette, on a passé 40 ans de notre vie professionnelle sous les rayons X. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc c'est un gain, le robot, pour l'opérateur. Alors pour le patient, on peut trouver un gain dans la précision. Dans la précision où c'est au millimètre près. Et notamment sur des lésions, par exemple, ostiales, un ostium de tronc commun, un ostium de coronaire droite, il y a une précision dans la manipulation grâce au robot qui permet vraiment d'optimiser le résultat angiographique. Troisièmement, je pense que pour l'opérateur, le robot va permettre de diminuer la fatigue. Et je crois que l'idée du robot va permettre, comme on le voit sur cette image, de travailler assis, totalement relax, en utilisant ici avec le Corendus ton guiding cathéter, ton guide steerable 0,14, et ensuite en faisant avancer ton stent ou ton ballon. Ça permet bien évidemment de faire de façon tout à fait relaxe des angioplasties simples comme celle-ci,
Et ici, un des derniers cas que l'on a fait à Pasteur, avec cette occlusion totale de l'artère coronaire droite, le même patient présentait également une sténose serrée de l'IVA. Voici le résultat sur la droite et le résultat, tout ceci par voie radiale droite et le résultat sur l'IVA. Alors, la conclusion est que actuellement, avec cette première génération de robots, l'angioplastie coronaire est faisable. C'est quelque chose de sûr. On a actuellement une expérience sur un peu plus de 200 patients consécutifs. Troisièmement, il y a une réduction pour l'opérateur, mais extraordinaire, de l'irradiation. Quand je dis l'opérateur et l'équipe d'infirmières qui assiste l'opérateur, qui est complètement protégé pendant la procédure. On peut traiter des lésions complexes, multiples, chez des patients pluritonculaires, des lésions de bifurcation, des lésions ostiales, où je crois que c'est quelque chose de vraiment remarquable. Donc je crois beaucoup aux robots. Les nouvelles générations vont arriver. Je pense que les nouvelles générations de cardiologues interventionnels vont s'y mettre parce qu'ils verront immédiatement le gain pour eux au point de vue santé et l'absence d'irradiation, et ceci sur 40 années d'angioplastie coronaire, c'est quelque chose qui va être significatif. Et enfin, je voudrais terminer pour cette image qui est un des premiers cours d'Andras Lundzik, qui avait compris deux choses, que il fallait partager son expérience, et c'est la raison pour laquelle il avait organisé ce type de cours pour les jeunes cardiologues interventionnels à cette époque-là, il y a 40 ans, et deux, qu'il fallait rapporter les résultats et dire honnêtement ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas, et essayer en permanence de motiver, d'utiliser l'innovation technique et technologique pour essayer d'améliorer les résultats. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Marco, on a continué, on a créé très rapidement dès 1989 le premier cours d'angioplastie coronaire à Toulouse, qui est devenu PCR, et les meetings tels que Hightech, qui sont des meetings très importants, des meetings nationaux, où on peut échanger, jeune génération, et échanger avec les vieux, de la vieille génération comme moi, ou Didier qui est dans la salle. Et tout ceci est important. C'est le problème de l'éducation, du partage de l'information et de la transmission de ce que l'on a appris pour les jeunes générations. Merci beaucoup Jean, c'était passionnant, et donc je pense à ce titre, au nom du comité d'organisation d'Hightech, on doit te remercier parce que tu as permis d'avoir une vue d'ensemble sur la cardiologie interventionnelle que tu as pratiquée depuis ses débuts, tu nous l'as montré jusqu'à maintenant. Je pense que c'est primordial pour les jeunes générations de pouvoir avoir une vision comme ça globale sur notre métier, pour mieux comprendre son évolution, comprendre les évolutions futures. Je voudrais saisir cette opportunité pour publiquement, au nom de tous nos associés, je pense, te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre groupe. Merci beaucoup. Là où tu nous as amené, ce que tu nous lègues aujourd'hui en partant. Je crois que si on se promène sur les 5 continents, quand on va dans un centre de cardiologie interventionnelle, si on dit qu'on vient de Toulouse, on nous dit oui, Jean-Marco, Jean Fajadé. Et ça, c'est grâce au travail que tu as fourni. Je pense que c'est aussi, pour terminer, le moment où tu peux te reposer, te retourner sur ta carrière et te rendre compte de la source d'inspiration que tu as été pour les cardiologues interventionnels. Et pour illustrer ça, je finirai sur une toute petite anecdote que tu as partagée. Donc la dernière angioplastie robotisée que tu as faite des obstructions d'occlusion coronaire chronique, je me suis amusé pour toi à la mettre sur Twitter, parce que je sais que tu n'es pas un friand des réseaux sociaux. Et en moins de 48 heures, il y a 60 000 personnes dans le monde entier qui ont commenté, apprécié, rendu hommage à ta carrière par le biais de Twitter, à partir de cette publication. Et donc ça est le reflet pour toi de l'impact que tu as eu sur le monde de la cardiologie interventionnelle.
Et puis c'est une ouverture pour toi parce que tu sais que tu peux te recycler comme influenceur sur Internet maintenant pour les années à venir. Il faudra que tu me donnes des leçons. Oh, allez.